La dysplasie de la hanche doit-elle être un motif déterminant pour la réforme d'un chien guide d'aveugle? Nous allons nous faire une idée de cette importance en visionnant un diaporama qui nous montre les résultats de 14 chiens qui ont été mis en travail pendant les 20 dernières années à l'école de chiens guides d'aveugle de Lyon et des Centres-Est. Commençons donc cette étude par une présentation de l'articulation de la hanche. Cette articulation se présente avec une partie qui tient du fémur et c'est la tête fémorale. Cette tête fémorale va aller se loger dans une cavité du bassin que l'on appelle la cavité cotyloïde. Elle détermine entre elles deux un interligne qu'on appelle interligne articulaire. L'angle de Norbert-Olson est un moyen de déterminer le degré de dysplasie de la hanche. Comment va-t-on faire cette radio? Elle est faite de méthodes radiologiques traditionnelles sur le chien de 12 mois. L'incidence est ventrodorsale, le chien est donc couché en décubitus dorsal. Les membres postérieurs sont en extension et doivent être bien parallèles. On voit sur cette radio les critères qu'il faut chercher à déterminer pour voir la valeur de cette radio. Dans un premier temps, les fémurs doivent être bien parallèles. On doit voir figurer sur cette radio les rotules de chaque jambe qui doivent être bien situées au milieu du fémur. Autre point nécessaire, la présence de ce que l'on appelle les trous ovalaires, qui sont ces deux trous dans le bassin qui doivent apparaître de façon symétrique sur cette radio. On peut donc considérer que cette radio est bonne dans la mesure où elle présente ces critères de parallélisme de deux fémurs, la symétrie des trous ovalaires et la présence des rotules sur la radio. Revenons maintenant à l'angle de Norbert-Olson. Cet angle est déterminé d'une part par la droite qui joint le centre des deux têtes articulaires et par les droites issues du centre de ces têtes articulaires et qui sont tracées en montant le long du sourcil cotyloïdien, c'est-à-dire de la partie la plus saillante du bassin. Cet angle que l'on peut mesurer ici est cet angle que l'on mesure pour déterminer le degré de dysplasie. En plus gros plan, on retrouve cette ligne qui joint le centre de la tête au centre de l'autre tête et cette autre ligne qui part du centre de la tête et qui va tangenter le bord du sourcil cotyloïdien. Voyons maintenant à quoi nous avons affaire la plupart du temps. Un modèle idéal qui consiste ici en une radio qu'il n'est pas fréquent de voir tant les hanches sont en bel état. On peut constater ici que à gauche comme à droite, la tête articulaire est parfaitement sphérique des deux côtés. La cavité cotyloïde des deux côtés est également parfaitement sphérique, si bien que les deux têtes fémorales s'enclenchent parfaitement dans l'articulation de la hanche. Elles font apparaître un interligne articulaire qui apparaît très bien en noir et qui est parfaitement égal d'un bout à l'autre de l'articulation. C'est une articulation parfaitement fonctionnelle. Sur cette autre radio, nous pouvons voir que nous trouvons le plus fréquemment, c'est-à-dire des chiens dont les hanches sont dissymétriques d'une part, et d'autre part dont les têtes articulaires ne sont pas aussi parfaites que celles que nous avons vues. Sur cette hanche à droite, on voit une hanche qui est presque sphérique,
avec un interligne articulaire qui n'est pas visible tout le long. Sur cette deuxième hanche, on voit carrément que cette tête a tendance à se luxer de l'articulation. Elle a une forme presque conique et montre un stade de dysplasie avancée. Voyons maintenant comment on classifie cette dysplasie de la hanche. Eh bien, en fonction de la taille de cet angle de Norbert-Olson, eh bien, on classe cette dysplasie en 5 catégories, A, B, C, D et E, en fonction de la grandeur de cet angle. Nous constatons plus tard que la plupart des chiens que nous avons observés se situent entre la catégorie B, C et même D. Voyons maintenant l'étude faite sur 14 chiens guides ayant terminé leur carrière après avoir guidé toute leur vie sans aucun problème. Voyons tout de suite les valeurs de cet angle Norbert-Olson. Gentiane avait des valeurs normales. Elle est morte à 14 ans et demi après avoir guidé toute sa vie. Gina est une chienne que l'on aurait dû réformer d'emblée compte tenu de ses hanches si elle n'avait pas particulièrement eu un caractère très facile à éduquer. Elle est morte à 14 ans après avoir guidé toute sa vie sans aucun problème. Anna est une autre chienne, morte à 12 ans, qui a guidé toute sa vie sans problème non plus, et qui, au départ, aurait été rejetée à cause de cette hanche qui est à 98 degrés. Harold, mort à 13 ans, avec des hanches normales, sans problème. Oscar, de même, avec des hanches pratiquement normales, est mort à 11 ans après avoir guidé toute sa vie. Havane, 13 ans, pareil, morte à 13 ans, avec une des hanches pratiquement normales et sans problème. Orgus, mort à 13 ans après avoir guidé toute sa vie. Jacou, hanche pratiquement normale aussi, mort à 9 ans d'un cancer qui a abrégé sa vie de chien guide. Jawen, mort à 10 ans après avoir guidé toute sa vie. Jivago, mort d'un cancer également, à 9 ans, et qui a guidé sans problème aussi. Joy est une chienne qui, a priori, aurait été refusée si l'on avait jugé uniquement sur la dysplasie de la hanche. Cette chienne, qui avait un caractère exceptionnel, a été gardée, a fait un excellent chien guide et a guidé au bout de sa vie, et elle est morte à 14 ans. Luke, pas de problème, mort à 10 ans. Loé, morte à 10 ans. Laika est un cas particulier de chienne berger allemand qui aurait dû être réformée en raison de cette insuffisance de hanches et surtout à gauche. Elle a été malgré tout maintenue en éducation à cause de son excellent caractère. Cette chienne est morte à 13 ans et demi après avoir guidé jusqu'à la fin de sa vie, ses derniers jours de sa vie. Après avoir fait le bilan de son activité, Laika, étant conduite par un maître particulièrement actif, l'a guidée pendant 30 000 km. Sans problème, c'est dire que nous aurions eu grand tort de la réformer. Voyons maintenant le bilan des chiens en chiffres. Nous voyons que sur 14 chiens qui ont fait une carrière de chien guide sans problème, si nous avions jugé sur la dysplasie uniquement, nous aurions d'emblée éliminé 4 chiens qui présentaient des paramètres insuffisants. C'eût été bien dommage. En conclusion, à ce jour, on peut dire qu'aucun chien guide, sélectionné depuis 20 ans avec ces critères, n'a été reformé en cours de sa vie de guidage. Si on en avait appliqué ces normes, il aurait fallu réformer 4 chiens sur ces 14 qui ont fait une carrière sans problème. Il faut donc ne pas se tromper de combat et nous rappeler notre objectif, qui est d'éduquer et de remettre des chiens guides